Donc, on va aujourd'hui regarder malgré tout quelques applications de la relativité générale, en particulier avec la métrique de Schwarzschild, et un tout petit peu vous montrer l'application à l'univers entier, la cosmologie. Alors ce sera forcément bref parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Pour pouvoir faire ça proprement, la dernière fois, j'ai donc fait une petite annexe sur les symétries. Et vous vous rappelez, donc c'est là que j'ai introduit la notion de pullback et de push forward. L'idée étant que lorsqu'on a, je vous le rappelle rapidement, quand on a deux variétés avec une fonction C infinie de l'une dans l'autre, les fonctions qui sont définies ici, donc si vous avez une fonction f de la variété dans R, les fonctions donc définies sur la variété d'arrivée peuvent être ramenées à des fonctions définies sur la variété de départ, simplement en faisant la composition avec phi. C'est-à-dire, si vous avez une fonction qui part de n'importe quel point d'ici, là, vous avez une fonction qui part de n'importe quel point ici, dans R aussi. Simplement, vous partez d'ici, vous arrivez à son image par phi, et puis ensuite, vous faites F. Donc, le pullback, vous vous rappelez qu'on avait noté comme ceci, le pullback de la fonction, c'est simplement F rond phi. Donc, il n'y a aucune difficulté conceptuelle à ça. Et on avait vu que du coup, on pouvait push forward des vecteurs dans la première variété. C'est-à-dire si vous avez une courbe ici avec un vecteur tangent, et vous vous souvenez, ça aussi c'est une chose à savoir vraiment profondément, que un vecteur, c'est la dérivée, enfin c'est les vecteurs sur la variété sont introduits en tant que vecteurs tangents à une courbe. Donc si vous avez un vecteur tangent à cette courbe-là, vous pouvez le push forward à un vecteur, sur un vecteur dans le point image, donc par phi, ce point P devient phi de P, enfin pardon, oui, devient phi de P, devient un point qui est phi de P, et un vecteur défini au point P, qui est donc oublions même la courbe dont c'est le vecteur tangent, un vecteur défini au point P dans la première variété, donc un élément du plan tangent à M au point P, plan au sens, c'est un plan tangent au sens de ce qu'on a dit, peut être emmené en un vecteur tangent en phi de P qui est défini par le push forward X. Il est défini par son action sur les fonctions, comme dérivée directionnelle. Donc si vous avez une fonction définie sur n, ici, vous définissez simplement l'action de ce nouveau vecteur comme l'action du premier vecteur sur f rond phi, c'est-à-dire sur le pullback, décidément, de la fonction. Donc ces définitions sont très naturelles. C'est bien que vous les compreniez, que vous les intégrez, mais c'est très naturel. C'est-à-dire, il n'y a rien à retenir. Il y a juste à avoir compris ce qu'on fait. Et donc, on peut pullback des fonctions, on peut push forward des vecteurs, et on peut pullback en particulier des formes linéaires, des tenseurs de rang quelconque. Et en particulier, vous pouvez pullback la métrique, et c'est comme ça qu'on avait défini proprement ce que c'est qu'une symétrie. Donc, l'idée de l'application de ça, c'est dans le cas où M ou N, en fait, c'est M, et où vous avez au sein de la variété une fonction qui vous fait passer d'un point à un autre, un difféomorphisme. Et on avait vu ce que c'était que le flow d'un champ de vecteurs, donc un champ de vecteurs lisse,
avez donc en chaque point de la variété, vous avez un vecteur. Alors je le présente comme des vecteurs sur la variété elle-même, ce qui évidemment ne devrait pas être fait, mais vous voyez ce que ça représente. Il faut l'imaginer plongé dans une variété extérieure, mais la définition est intrinsèque, hein, donc il n'y a pas besoin de faire ça. Mais ce champ de vecteurs vous permet de définir des courbes intégrales qui sont donc des courbes dont le vecteur tangent en chaque point est précisément la valeur du champ de vecteurs en ce point-là. Et ces courbes intégrales vous permettent, à partir d'un point donné, de vous balader le long de cette courbe intégrale d'une certaine valeur du paramètre. Donc, un champ de vecteurs fournit un flow, ce qu'on appelle le flow du champ de vecteurs, qui est une transformation qui prend tous les points et qui les avance le long des lignes intégrales du champ de vecteurs, donc des lignes de champ, si vous voulez, d'une certaine valeur du paramètre. Et l'idée de la symétrie, c'est que... Alors, ça m'avait permis d'introduire la dérivée de Lie, qui est ce qui est le plus proche d'une dérivée au sens ordinaire, c'est-à-dire, vous regardez, vous faites la différence entre ce que vous dérivez un peu plus loin, la chose que vous dérivez un peu plus loin, moins la chose que vous dériviez au départ, divisé par de combien vous êtes déplacé. C'est ça une dérivée. Sauf qu'effectivement, si vous comparez un vecteur ici et un vecteur ailleurs, ils n'appartiennent pas au même espace, vous ne pouvez pas faire leur différence. Donc vous ne pouvez faire la différence de deux vecteurs qu'au même point. Donc l'idée, c'est que vous servez du pullback, vous avez votre tenseur au point d'arrivée, vous le ramenez au point de départ par le pullback, et là, vous pouvez faire la différence puisque vous êtes au même point. Et donc ça définit la dérivée de Lie le long d'un champ de vecteurs comme étant la limite, quand le paramètre tend vers 0, le champ de vecteur un peu plus loin que vous ramenez, moins le champ de vecteur là où vous étiez, divisé par le paramètre. Donc je ne le réécris pas formellement, mais il faut que vous ayez compris cette idée. Et ensuite, on dira qu'un champ de vecteur est une symétrie pour la métrique, c'est-à-dire pour la géométrie de la variété dont on parle, si cette dérivée est nulle. C'est-à-dire, si vous suivez le flow et que vous allez un peu plus loin, en fait, c'est la même métrique. C'est ça, en fait, une symétrie. Et donc, on va maintenant... Alors, pourquoi j'avais introduit ça? Parce que, comme vous le savez, les équations d'Einstein sont faciles à écrire, mais très difficiles à résoudre, parce que c'est non linéaire, parce que c'est... D'abord, il y en a plusieurs. On les met une avec plein d'indices, mais en fait, pour chaque valeur, enfin, pour chaque couple d'indices, c'est une équation différente. Donc, on ne peut résoudre ces équations que lorsqu'on a des symétries, et ça tombe bien, il y a des situations très importantes dans la nature où on a ces symétries, et on va regarder deux symétries particulières, la symétrie sphérique, et la symétrie qu'on peut appeler la symétrie cosmologique. Vous avez l'espace-temps qui, selon le principe cosmologique, est considéré comme étant homogène et isotrope. Vous connaissez tous ce principe cosmologique. On considère que à grande échelle, évidemment à petite échelle c'est très inhomogène, mais si on moyenne sur des grandes distances, alors pas plus grande que l'échelle d'une galaxie, parce qu'à l'échelle d'une galaxie, il y a un endroit où il y a des galaxies, puis il y a un endroit où il n'y a pas de galaxies. Quand on est entre deux galaxies, c'est très très vide. Quand on est dans une galaxie, c'est beaucoup moins vide, donc c'est évidemment inhomogène. Mais si vous prenez un volume encore plus grand avec des milliers de galaxies, ça commence à être quasiment homogène, et si vous dézoomez encore plus,
vous avez quelque chose qui est essentiellement homogène, c'est-à-dire si vous êtes ici ou ailleurs, c'est pareil, grosso modo. À cette échelle-là, c'est quasiment la même chose. Et par ailleurs, on a l'isotropie, c'est-à-dire que vous allez dans n'importe quelle direction, vous allez rencontrer la même chose, vous allez voir la même chose, il n'y a pas de direction privilégiée dans l'univers. Donc c'est ce que j'appelle ici la symétrie cosmologique. Donc dans ces deux cas-là, les symétries sont suffisamment grandes pour qu'on puisse, en les supposant effectives, pour qu'on puisse déterminer une forme générale de la métrique qui satisfait cette symétrie, et du coup on peut résoudre le problème. Donc ça nous donne effectivement la solution de Schwarzschild. On va voir ça tout de suite. Et ça nous donne donc la solution cosmologique, la métrique de FLRW ou RW tout court, Robertson, Walker, Friedman, Lemaître, on verra ça. Et comme vous le savez, ça prédit que l'univers est en expansion ou en contraction, mais en tout cas qu'il n'est pas statique. Ça, en revanche, ça décrit un univers qui est statique. Et ça, c'est quelque chose, c'est un résultat intéressant, c'est que si vous supposez la symétrie sphérique, eh bien, vous avez un univers statique, nécessairement. Donc c'est un théorème de Birkhoff qui montre qu'il n'y a qu'une seule solution à ce problème-là. Mais pour bien le formuler, donc, il faut pouvoir formuler la notion de symétrie intrinsèquement, à partir de ça, enfin, comme je l'ai indiqué la dernière fois. Il manquait juste une petite chose que j'avais peut-être écrite, je ne me rappelle plus, mais quasiment en courant à la fin. J'avais parlé donc des vecteurs de Killing, ça c'est le nom des vecteurs qui réalisent la symétrie. Alors en fait on devrait dire champ de vecteurs, parce que c'était champ de vecteurs. Donc, champ de Killing. Il n'y a rien de mortel dans cette histoire-là, c'est un Allemand qui ne savait pas que c'était dangereux. Champs de Killing sont donc les champs X tels qu'on met ça. Et je crois qu'on avait écrit l'équation de Killing, sans la démontrer, je ne vais pas non plus la démontrer, mais donc si vous avez un champ X, c'est-à-dire écrire ça, c'est dire que nabla nu x nu plus nabla nu x mu égale 0. Bon, ok. Ça se montre en 5 lignes, même 3, non 5, allez. Il faut écrire ce que vaut la dérivée de Lie et ensuite voir, enfin, se rappeler que nabla g égale 0, d'accord, parce qu'on a une métrique compatible, enfin une connexion compatible avec la métrique, donc la métrique de Levi-Civita, qui réalise cela. Ça aussi, c'est des choses à savoir sur le principe, vous voyez. Ok, alors ça c'est très bien, ok, donc on a une caractérisation des vecteurs de Killing, parce que dire ça dans l'absolu, ça permet de bien comprendre ce que c'est qu'un vecteur de Killing, ok, c'est un truc que si on ramène la métrique le long du champ de vecteur, c'est-à-dire si on promène la métrique, si on se déplace le long du champ de vecteur, si vous voulez, si on implémente le flow du champ de vecteur X, la métrique ne change pas. Donc, ok, c'est bien ça une symétrie, mais ça c'est très abstrait, et pour arriver à partir de ça à déterminer vraiment un champ de vecteur particulier qui est un champ de Killing, c'est pas en regardant cette équation qu'on le voit. Par contre, dès lors qu'on a montré que ça c'était équivalent à ça, eh bien ça s'écrit, vous vous mettez dans un certain système de coordonnées,
Et la dérivation, elle est ce qu'elle est, et puis vous avez les composantes. Ça, c'est des équations différentielles sur les composantes x mu dans une certaine carte. Et il y a juste à résoudre, quoi. Alors ça peut être un peu compliqué, mais au moins vous savez, enfin, il suffit de résoudre. Tandis que quand on regarde ça, on ne sait pas trop quoi faire. Si vous voulez, ça explique comment faire, et ça dit comment... Enfin, oui, ça explique ce que c'est, et ça dit comment le trouver. Ok, donc ça c'est une chose. Et alors, la chose très importante dont on va avoir besoin, c'est les quantités conservées associées au champ de Killing. Alors, je crois que c'était un petit... Je termine juste cette annexe vite fait, c'était un petit C. Grandeur conservée. Ça, je vais le montrer parce que ça prend 2 lignes et que c'est important. Lorsqu'on a un champ de Killing, on montre que la quantité x mu v mu se conserve le long d'une géodésique se conserve le long d'une géodésique où V mu est le vecteur tangent à la géodésique en question. C'est-à-dire que donc si vous faites une dérivée directionnelle le long de la géodésique, cette dérivée est nulle. Cette grandeur-là se conserve. Ceci est un scalaire, hein, d'accord? Donc vous avez, si vous voulez, V mu nabla mu de x nu V nu égale 0. D'accord. Oui, on note généralement K des vecteurs de Killing, je le laisse. Bon, c'est pas grave. Soit un vecteur de Killing X. Alors, comment on fait ça? C'est très simple, il suffit de l'écrire. Il suffit de l'écrire. Oui, il suffit de l'écrire. Donc, si on fait... parce que là, vous avez donc... on applique Leibniz, hein, donc dérivée covariante de ce produit. Donc, ça fait... Je l'écris là, ça fait donc V mu... alors, je vais d'abord dériver le premier, donc je sors... Ouais, alors si vous voulez bien, je vais le faire dans l'autre sens. Enfin, c'est évidemment pareil, hein. D'accord. X nu V mu, c'est rien d'autre que X nu V mu G mu nu, d'accord. Hein, et donc c'est évidemment... vous pouvez monter... C'est ce produit scalaire-là. Vous pouvez descendre l'indice du V ou descendre l'indice du mu, c'est pareil. Donc, je fais... la dérivée, j'applique Leibniz à ça, donc ça fait V mu, V nu, nabla mu de x nu égale 0, d'accord? Pardon, ce premier terme, plus le deuxième terme, excusez-moi, plus V mu x nu, nabla mu V nu. Égale 0. D'accord? J'ai juste appliqué Leibniz trivialement. Je dérive le premier sans toucher au second, puis je dérive le second sans toucher au premier. Ok, ça donne ça. Et là, vous avez ici, donc vous avez V mu, V nu, nabla mu, x nu,
plus x nu, v mu nabla mu v nu égale 0. D'accord, j'ai inversé ces deux-là, simplement pour isoler ça, parce que ça, c'est donc la dérivée, ça, ce n'est rien d'autre que la dérivée par rapport à v de v nu. Oui. Je ne comprends pas pourquoi, pour définir la conservation, on doit mettre v mu devant la dérivée. Parce que si vous voulez, ça, c'est la dérivée dans la direction v. Hein, d'accord, ça, c'est v mu d sur dx mu par définition. Hein, et c'est la dérivée covariante est est linéaire en v mu. Donc ça, ce n'est rien d'autre que effectivement v mu nabla d sur dx mu, que j'ai noté ici nabla mu, hein, je crois que vous êtes habitué à ça. X nu, v nu. Pour le démontrer dans la direction d'une base, ça revient même à la fois. Pardon? Pour démontrer que c'est nul dans la direction d'une base, ça revient même à la fois. Que c'est nul dans la direction? D'une base. D'une base? Ouais, d'un vecteur. Oui. Mais non, bah, il faut projeter sur... Enfin, après, il faut... Ça, c'est pas nul, ça. Ça, tout court, c'est pas nul. Il faut le projeter sur la direction de V. C'est pas n'importe quelle dérivée de cet objet-là qui est nul dans toutes les directions. Non, dans la direction de V, c'est nul. Et uniquement si V, c'est le vecteur tangent d'une géodésique, et vous le voyez ici, parce que de la même façon, ici, en fait, vous avez donc V mu, nabla mu, V nu, ça, c'est égal à 0, parce que c'est une géodésique. C'est la définition d'une géodésique. C'est que son vecteur tangent, si vous dérivez son vecteur tangent le long dans sa propre direction, ça fait 0. C'est vraiment la définition d'une géodésique. Donc, si on est le long d'une géodésique, alors, donc ça c'est nul, et donc, on a ça. Oui, on a ça qui est nul, très bien. Et maintenant, on a ça qui est nul, ok, mais c'est pas ça que j'ai annoncé. J'ai annoncé que ça se conserve. Mais là, vous voyez que... Ah, non, oui, je l'ai pris à l'envers. Je veux montrer ça. Donc, en fait, je calcule la dérivée. Je ne dis pas que c'est nul tout de suite. Je calcule ce truc-là. Donc, ça, c'est égal à ça. Qui est égal à ça. Et maintenant, je vais montrer que c'est nul. Pardon. Enfin, on peut le faire dans l'autre sens, c'est des égalités, mais plus logique de le faire comme ça. Donc, je calcule cet objet-là. Cet objet-là est égal à celui-là. Cet objet-là est égal à celui-là. Ça, c'est nul. Et maintenant, je veux montrer que ça, c'est nul. Comment je montre que ça, c'est nul? Eh bien, parce que X est un champ de Killing. Donc, nabla mu X nu, c'est moins nabla nu X mu. Donc, en fait, ça, c'est aussi égal à moins V mu V nu nabla nu X mu. Mais ça et ça, c'est pareil. Puisque si vous échangez les indices nu et mu, cette expression-là est identique à celle-là, bien évidemment. Donc une chose qui est égale à moins elle-même, bah, elle est nulle. J'arrive tout de suite. Donc, oui. Oui. Je n'ai pas bien compris le signalement. Alors, je calcule nabla dans la direction V
de x nu v nu. Je calcule ça par Leibniz et je vois que c'est égal d'abord à ça. Là, je dis qu'on est dans une géodésique. Et maintenant, là, je dis que c'est un vecteur de Killing. Et donc ça égale moins ça par l'équation de Killing. Donc ça égale moins ça, mais par ailleurs, ça égale ça. Donc la chose est égale à moins elle-même, donc elle est nulle. Ok, c'est clair? Donc j'utilise, enfin, vous voyez, ça, c'est 3 lignes, hein, il suffit d'écrire, on calcule cette dérivée, on applique Leibniz et on voit qu'il y a 2 termes. Le premier est nul et le deuxième est égal à son opposé. Donc il est nul. Et évidemment, il y a besoin d'utiliser 2 choses. Une, qu'on parle de géodésique, c'est ce qui annule ça. Et 2, qu'on parle d'un champ de Killing. Si x est un champ de Killing, alors ça est égal à moins de lui-même et donc il est nul. Et donc ça est égal à 0. Voilà. Si x est de Killing, et v une géodésique. Le long d'une géodésique, la quantité x mu v nu se conserve. Très important. C'est ça qui va nous donner, dans quelques minutes, le redshift gravitationnel. Oui? Et comment est-ce que si on est dans un champ de Killing? Comment? C'est que x ici, on est dans un champ de Killing. Ah non, non. Ce que je dis, c'est que si x est un champ de Killing, je l'avais dit oralement, mais si x est un champ de Killing, ok? J'aurais sans doute dû l'appeler K, comme on fait toujours. C'est bon? Donc je vais noter ça dans un coin. Champ de Killing Camus. Donc l'équation de Killing, c'est Nabla-mu Canu plus Nabla-nu Camus égale 0. Pas très compliqué, hein, donc si vous inversez les indices, ça fait l'opposé. Et quantité conservée, K mu V mu égale constante le long d'une géodésique. Ok. Bon, eh bien, nous voilà armés. Ah, une autre remarque importante. On peut montrer, de façon pas très compliquée, justement à partir de l'équation de Killing, qui sont des équations différentielles, on peut montrer que dans une variété de dimension n, on a au maximum n facteur de n plus 1 sur 2 champs de Killing indépendants, linéairement indépendants. Évidemment, si x est un champ de Killing, 2x est aussi un champ de Killing, mais pas linéairement indépendant. Si x1 et x2 sont des champs de Killing, alpha x1 plus bêta x2 sont des champs de Killing, mais il y a au maximum n facteur de n plus 1 sur 2 champs de Killing indépendants. Et lorsqu'une variété a ce nombre-là donc de champs de Killing, c'est-à-dire elle a le nombre maximum, on dit donc une variété différentielle est dite maximalement symétrique si elle a le nombre maximum de champs de Killing, évidemment.
comptons. Comptons dans l'espace-temps. Espace-temps, n égale 4. N égale 4. Combien donc y a-t-il au maximum de Chantilly? 4 fois 5 sur 2 égale 10. Oui. Connaissez-vous une variété qui représente l'espace-temps qui a 10 champs de Killing? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous connaissez comme variété qui a 10 générateurs décimétriques? Eh bien, l'espace-temps, l'espace de Minkowski. L'espace-temps plat de la relativité générale a 10 symétries. Les symétries de translation dans l'espace et dans le temps. Quatre translations. Rotation, l'espace de Minkowski est invariant par rotation autour des 3 axes. 3 rotations. Et c'est quoi les 3 autres? C'est des rotations dans les plans, dans l'espace et les rotations dans 3 plans orthogonaux. Mais vous pouvez tourner dans le plan xt ou yt. C'est ce qu'on appelle les boosts. C'est les boosts de Lorentz. Hein? Vous avez vu ça, que un boost de Lorentz, c'est une rotation hyperbolique à cause du sigma dans un plan avec le temps et une certaine direction. Et donc 4 plus 3 plus 3, si je ne m'abuse, ça fait bien 10. Donc l'espace-temps de Minkowski est un espace-temps maximalement symétrique. Ok, à 3 dimensions, 3 fois 4 sur 2, ça fait 6. Et 6, c'est quoi les 6 symétries de l'espace maximalement symétrique? Vous avez 3 translations et 3 rotations. Et voilà. Vous ne pouvez pas avoir plus symétrique que l'espace-temps de Minkowski. Vous ne pouvez pas avoir plus symétrique qu'un espace-temps qui a... Donc alors, quels sont les vecteurs de Killing associés? Pour les rotations, c'est le groupe de symétrie SO3. Donc alors, on peut regarder les algèbres de Lie. Je ne vais pas être trop formel, trop mathématique, mais vous connaissez tous les champs de vecteurs en fait associés, les champs de vecteurs de Killing associés aux rotations, qui forment l'algèbre de Lie SO3. C'est J1, J2, J3, ce sont les générateurs des rotations autour de 3 axes qui satisfont l'algèbre de Lie que vous avez rencontrée en physique quantique au moins. Je vais faire comme ça, I de manière générale. IJK, epsilon somme, pardon, IJ somme sur K de JK. Ça vous dit quelque chose, ça? D'accord? Et puis, les translations, c'est simplement, vous avez P1, P2, P3. P1, P2, P3, donc c'est les générateurs de translation. Alors si vous êtes en coordonnées cartésiennes, par exemple vous avez Px qui est tout simplement d sur dx, d'accord? Py égale d sur dy, etc.
Et c'est quoi les relations de commutation entre ces champs de vecteurs? Eh bien, vous savez, c'est donc PI, PJ, I égale 1, 2, 3, égale 0. Ça commute les translations. Comme ça, c'est pareil que comme ça, d'accord? Dans cet espace maximalement symétrique. Et puis, vous avez les relations de commutation PI, jointe, qui vaut, pareil, epsilon IJK. Voilà, à moins que ce soit avec le signe moins, je sais pas, j'oublie. Est-ce que je l'ai noté? Non. Vous vérifierez alors. Si je... Oui, pardon, c'est P. C'est l'inverse, donc... D'accord, ça va être... C'est l'opposé de ça. Bon. Bref, en tout cas, vous avez ces relations de commutation que vous avez déjà rencontrées. C'est quoi, par exemple, en coordonnées cartésiennes ici? Donc, Px et D sur X. C'est quoi, par exemple, Jx? Eh bien, c'est YD sur DZ moins ZD sur DY. Et toutes les permutations circulaires, d'accord? Habituelles. Vous voyez que c'est l'opérateur moment, enfin, c'est ce qui génère c'est le moment cinétique, si vous voulez, qui génère donc les rotations. Donc, vous voyez, c'est assez agréable de retrouver ça, de retrouver ces formalismes que vous avez vus en physique quantique, appliqués à l'espace-temps. Ces champs de vecteurs sont des champs de Killing, en ce sens qu'ils manifestent les symétries sous-jacentes, si les symétries sont présentes, bien sûr. Et donc, ce qu'on appelle un espace-temps à symétrie sphérique, ça va être un espace-temps, par définition, qui a ces symétries, c'est-à-dire qui a 3 vecteurs de Killing qui vérifient, qui forment l'algèbre de Lie correspondante à ces rotations. Donc vous voyez qu'il y a besoin de ça pour définir ce que ça veut dire déjà qu'un espace-temps à symétrie sphérique. Dernier point avant de passer à la métrique de Schwarzschild. Lorsque vous avez une coordonnée... si n égale 2, maximalement symétrique, vous êtes dans un plan comme ça, vous avez n fois n plus 1 sur 2, ça fait 2 fois 3 sur 2, ça fait 3, et vous avez une rotation et 2 translations, ça marche. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, alors, dans le cas... Ah oui, non, la symétrie, la coordonnée cyclique, je ne sais plus à combien j'en suis, petit d peut-être. Coordonnée cyclique. Si vous avez une... Si G ne dépend pas d'une coordonnée x, enfin xi, dans une certaine carte, d'accord ? Vous avez, je vous rappelle que G, c'est G, I, J, DXI, DXJ. D'accord ? En définition. Vous avez revu ça dans le partiel, soit dit en passant, si vous vous en souvenez. Si les GIJ ne dépendent pas de XI, donc GIJ
indépendant de xi, alors D sur dxi est un champ de Killing. D'accord? De façon évidente, hein, puisque la dérivée de l'I de la métrique dans cette direction-là sera nulle, puisque ça ne dépend pas de cette variable en question. OK. Et dernier point, lorsque la variété est maximalement symétrique, on appelle ça une coordonnée cyclique. Quand la métrique ne dépend pas d'une certaine coordonnée, on l'appelle cyclique. Why not? Okay. Et dernier point, donc pour une variété maximalement symétrique, on montre d'abord que maximalement symétrique implique que R égale constante, c'est-à-dire que R étant la courbure de Ricci, hein, la courbure scalaire de Ricci. Donc par exemple la sphère S2, elle a la même courbure partout. D'accord ? En chaque point, la courbure de Ricci est la même. Et on sent bien que si ce n'était pas le cas, on pourrait être encore plus symétrique que ça. Mais ça se montre de manière générale. Si vous avez n fois n plus 1 sur 2 vecteurs de Killing, donc vous avez le nombre maximal de symétrie, alors la courbure est la même partout. Donc ça peut être une courbure nulle. Ça pourrait, dans l'espace... ça peut être... dans l'espace à 3D, par exemple, ça peut être un espace euclidien, courbure nulle, mais nulle partout, du coup. Ça peut être... Et effectivement, si la courbure était différente ailleurs, alors vous n'auriez pas l'homogénéité, la symétrie par translation. Si vous allez ailleurs, c'est une autre courbure, donc la métrique n'est pas conservée par cette translation. Donc ça se comprend bien. Donc ça peut être une courbure nulle, ça peut être une courbure positive, donc comme une sphère. Enfin, une sphère Sn à 2 dimensions, à 3 dimensions, à n dimensions. Et à ce moment-là, la courbure, la courbure est la même partout. Et ça peut être une courbure négative, par exemple, un plan hyperbolique de dimensions, un espace hyperbolique de 3 dimensions. Mais en tout cas, la courbure est constante. Et par ailleurs, on montre donc que si on regarde le tenseur de courbure de Riemann-Christoffel, donc celui où on baisse par la métrique l'indice du haut ici, on montre que ça s'écrit comme ceci. G, I, K, G, J, L. Moins G, L, G, JK. Voilà comment s'écrit ce tenseur. Et si on calcule la courbure de Ricci, le tenseur de courbure de Ricci, on obtient N, GIJ. Voilà. Vous savez tout. Bon, ça se montre. Je ne le fais pas. Donc vous voyez qu'un espace-temps maximalement symétrique, une variété en général maximalement symétrique, est très contrainte. Encore une fois, le R est une constante. Ça peut être, il peut valoir n'importe quoi, mais il doit être constant partout le même. Donc, il peut être nul, positif, négatif,
plus ou moins grand, une sphère plus ou moins grande. Dès lors que vous donnez une métrique, vous avez une notion de taille. Donc, effectivement, R peut valoir quelque chose de différent. Mais voilà comment ça s'écrit. Et si vous vous souvenez, dans le partiel, vous avez calculé la courbure de Ricci en dimension 2. Vous avez obtenu R sur 2. Où R était le rayon de la sphère, plongé dans l'espace à 3 dimensions. Et donc, en fait, c'est quelque chose de général. Si vous calculez un espace à 3 dimensions, une sphère plongée dans l'espace à 4 dimensions, vous allez obtenir R sur 3. Enfin bref, c'est ça qu'on obtient. Ok, allez, je m'arrête là. On va faire donc maintenant le dernier chapitre, chapitre 8, si je ne m'abuse. Exemple ou application. Oui. Ah, en un point, qu'est-ce que vous entendez par constante? En un point, elle vaut ce qu'elle vaut. Ce qu'il y a, c'est qu'elle vaut pareil à côté. Elle vaut pareil en chaque point de la variété. Si vous avez une sphère, constante, vous voulez dire dans le temps? Ce que je veux dire, c'est qu'elle est constante dans le temps, c'est ça. Ah oui, mais le temps fait partie de la variété. Donc, ça ne veut rien dire. En fait, vous êtes en un point donné, c'est à un certain instant, à un certain lieu. Et cette courbure, elle vaut ce qu'elle vaut. Maintenant, si vous allez ailleurs dans l'espace-temps, si c'est un espace-temps, mais ceci est vrai quelle que soit la variété, si vous allez ailleurs, ça vaut la même chose, sinon vous n'avez pas cette symétrie. Vous n'auriez pas la symétrie de translation dans le temps si, allant ailleurs, c'était différent. D'accord ? Donc pour l'espace-temps de Minkowski, vous avez symétrie de translation dans le temps. Pour l'espace-temps de l'univers, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, vous n'avez pas de translation dans le temps. L'univers est en expansion. Hein. Mais à chaque instant, vous avez... Enfin, il est possible de définir une coordonnée temps telle qu'à chaque instant, l'espace, donc la tranche t égale constante dans cette coordonnée-là, soit maximalement symétrique, c'est-à-dire présente toutes les symétries, comme on l'a vu, les 6 symétries de la sous-variété spatiale à 3 dimensions, 3 translations, 3 rotations. Et à ce moment-là, vous avez effectivement une courbure qui peut être nulle, positive ou négative, mais qui est la même partout. Ça ne veut pas dire qu'un instant plus tard, c'est la même courbure. Donc on va voir ça, vous pouvez avoir un facteur d'échelle, et si vous revenez plus tard, ce facteur d'échelle a grandi. Ça s'appelle l'expansion de l'univers. Et si vous remontez dans le passé, le facteur d'échelle décroît. Donc, si vous imaginez une sphère, on réduit d'une dimension la partie spatiale pour pouvoir le représenter, vous avez une sphère à un certain instant. Donc l'espace-temps, c'est la surface de la sphère. L'espace, c'est la surface de la sphère. La partie spatiale est une sphère. Donc je retire une dimension. C'est maximalement symétrique, donc c'est une sphère. Alors ça pourrait aussi être un plan, ça pourrait être une sphère ou ça pourrait être le plan hyperbolique, toujours en retirant une dimension. Mais au cours du temps, cette sphère voit son rayon, donc son rayon de courbure, augmenter. C'est l'expansion de l'univers. Bon, on y revient un peu plus tard. Ça répond, ouais. Ouais, c'est bon. All right. Alors, chapitre 8. Il y a un noir ici. Oui, non, il n'y a pas de noir. Chapitre 8, exemple et application. Et on va regarder la métrique de Schwarzschild. Alors il y a de quoi passer 10 cours d'affilée sur la métrique de Schwarzschild, évidemment.
mais on va faire rapide. Donc, tout d'abord, l'idée, c'est qu'on a effectivement la symétrie sphérique. Et le théorème de Birkhoff nous dit qu'il n'y a qu'une seule solution possible dès lors qu'on fait cette hypothèse. Je vais vous montrer quelques étapes rapides pour l'établir, que vous voyez le principe, et puis après on va l'écrire, on va travailler avec. Donc l'idée, symétrie sphérique, ça veut dire que vous avez trois champs de Killing, J1, J2, J3, qui vérifient les relations de commutation dont je vous ai parlé, qui caractérisent donc cette symétrie sphérique. Donc, en coordonnées cartésiennes, comme je le disais tout à l'heure, c'est ça. En coordonnées sphériques, vous avez... Alors, enfin, en coordonnées sphériques, il existe un jeu de coordonnées tel que, vous pouvez écrire ça comme ça. Je ne connais pas ça par cœur, sauf la dernière, vous allez voir pourquoi. Donc, ça c'est x, y, z, une carte sphérique. Dans une carte cartésienne, dans une carte sphérique au sens ordinaire, vous avez ce vecteur-là, ce champ de vecteur-là, cos phi d sur d phi, J2 égale cos phi d sur d θ moins cotangente θ sin phi d sur d phi. Et le troisième, bien sûr, d sur d phi. Donc le troisième, c'est juste le vecteur, donc coordonnées sphériques standard, d'accord. Vous avez repéré un point par θ, et puis phi c'est l'azimut. D'accord, et vous avez R, la distance au centre, en tout cas dans l'espace ordinaire. C'est bien moche ce dessin, mais vous voyez pas. Et évidemment, ce troisième champ de vecteur, c'est la rotation autour de phi. Donc c'est le champ de vecteur qui réalise, enfin, dont les intégrales, donc les lignes de champ, sont les lignes, les orbites de rotation autour de l'axe principal ici, c'est bien d sur d phi. Donc vous retrouvez ça très simplement. Donc vous pouvez vérifier que si vous regardez le commutateur GI, GJ, vous allez obtenir donc epsilon et JK, JK. Sur K ici. Donc ça vérifie bien ce qu'on veut. Et donc, il existe des coordonnées telles que... il existe des coordonnées telles que ces vecteurs s'écrivent comme ça. Et à partir de ça, on peut donc écrire, montrer dans un premier temps que dans ces coordonnées, la métrique maximalement symétrique s'écrit de la façon suivante. G égale, si vous voulez, si on l'écrit, donc on va prendre des coordonnées G, R, θ, phi. Vous pouvez montrer que ça s'écrit comme ceci, avec un G, T, T, G, R, R. Alors, GTT qui peut dépendre de T et de R, GRR qui dépend de T et de R, et puis ici, R2 et R2 sin carré θ. Vous vous souvenez, c'était aussi dans le partiel, que ça, c'est la description de la sphère R2. Cette partie de la métrique ici, c'est la métrique de la sphère R2.
Et donc on montre assez facilement que si ces champs-là sont des champs de Killing, donc si on prend des coordonnées telles qu'une réalisation de l'algèbre de Lie des rotations s'exprime comme ça, et ça ne sort pas du chapeau, on connaît ces expressions dans le cas de l'espace ordinaire en passant, enfin de l'espace euclidien en passant en coordonnées sphériques. Donc ça sort pas du chapeau, il suffit d'écrire les générateurs des rotations en coordonnées sphériques, on obtient ça, et effectivement, dès lors, on peut montrer que la métrique, une métrique à symétrie sphérique s'écrit nécessairement comme ça, avec ici des fonctions qui peuvent être quelconques. Mais ici, c'est très contraint, et c'est bien naturel, puisque c'est cette partie-là qui fournit, sur les variables θ et φ, c'est cette partie-là qui fournit la symétrie de rotation. Donc c'est pas... Alors maintenant, il reste à voir, ces deux fonctions-là ne peuvent pas dépendre de θ et de φ, sinon vous n'auriez pas l'invariance par la rotation dans les coordonnées θ et φ. D'accord ? Ça doit être la même chose en chaque point, sinon c'est pas maximalement symétrique. Donc ça peut dépendre de t et de r, mais c'est tout ce que vous pouvez dire. Alors c'est tout ce que vous pouvez dire pour l'instant. Et là, donc maintenant on va implémenter autre chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on commence par... il va falloir écrire les équations d'Einstein, parce que la métrique doit satisfaire aux équations d'Einstein. Mais pour cela, on va calculer... Je vais effacer ça maintenant. Donc juste, vous voyez que phi est une coordonnée cyclique. Il n'y a rien ici qui dépend de phi. D'accord ? Aucun coefficient ne dépend de phi. Donc phi est une coordonnée cyclique au sens où on l'a dit, et c'est bien naturel que d sur dφ soit un vecteur de Killing. Vous retrouvez ça là. Par contre, θ n'est pas une coordonnée cyclique. θ intervient là, et puis t et r non plus. Et alors, si on calcule le tenseur de courbure de Riemann, puis de Ricci en contractant des indices, je vous passe évidemment tous ces calculs qui sont... fastidieux, qui sont pas compliqués, il suffit de l'écrire. Donc les seules dérivées qu'il va y avoir, c'est par rapport à, pour GTT et GRR, c'est par rapport au temps et à R. Donc, vous pouvez écrire tout ça, et vous trouvez donc ici une expression très compliquée pour RTT. RTT, tiens, c'est rigolo. Donc là, vous avez, je mets... J'écris pas tout, mais il y a 7 termes, là. Il y a 7 termes compliqués, dont le premier est, juste pour vous donner une idée, D2, donc dérivée seconde par rapport au temps, du log de GRR, plus, etc. Il y a 7 termes au total comme ça. Bon, super. Ensuite, vous trouvez GTR qui vaut, ça c'est plus facile, 1 sur R, D sur des rond T de Ln de GRR. Et puis ensuite, vous avez RRR qui vaut des termes, quasiment les mêmes termes en changeant R et T là-dedans, à une petite différence près. À peu près comme R et T en échangeant T et R, mais pas exactement. Hein. Bref. Et puis, vous avez Rθθ qui vaut 1 plus 1 sur GRR, R sur 2, D rond R de log de GRR sur GTT. Ça n'a pas d'intérêt particulier à calculer tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que de ça, on va tirer la forme de Schwarzschild, que vous voyez comment on obtient ça. Et puis R phi vaut sin carré θ R θθ. Très bien. Alors, ces deux termes-là sont très compliqués, mais si on les met ensemble, on obtient
RRR moins GRR sur GTT, R TT, où est-ce que c'est? Voilà, qui vaut 1 sur R, D rond R, de GCT GRR, module. Bon, rien de tout ça n'est très agréable, mais rien de tout ça n'est très mystérieux non plus. Vous avez la forme la plus générale que vous puissiez écrire dans une certaine base qui rend les choses claires et explicites. La forme la plus générale de la métrique. Vous calculez à partir de ça, enfin d'une métrique à symétrie sphérique, à partir de ça, vous calculez le tenseur de Ricci. Ça donne ce que ça donne. Et maintenant, vous dites, je me place dans le vide. Donc, la métrique de Schwarzschild, c'est la symétrie sphérique et évidemment dans le vide. Enfin, évidemment, c'est ça qu'on regarde, c'est-à-dire, vous avez éventuellement une distribution de masse, vous avez des masses quelque part, mais elles doivent avoir la symétrie sphérique, la solution que vous cherchez est la symétrie sphérique, et vous regardez en dehors des masses, donc ça peut être une étoile, ça peut être une planète, ça peut être un point avec une masse, ça peut être un trou noir, en l'occurrence, c'est une distribution de masse à symétrie sphérique, et vous vous mettez à l'extérieur. Donc vraiment, typiquement, le Soleil, en supposant qu'il soit sphérique, il ne l'est pas exactement, vous faites cette hypothèse, et puis vous regardez l'espace-temps autour du Soleil. Donc c'est la métrique engendrée par une masse, par une distribution de masse à symétrie sphérique. Mais donc vous vous mettez dans le vide, par conséquent, dans le vide, vous avez R mu nu qui vaut 0. D'accord ? Ouais. Oui, c'est ça. Je sais pas si je sais plus si je vous avais donné. Donc normalement c'est ça. Hein. Je vous avais donné l'autre forme de cette équation. Si vous prenez la trace de ça, si vous faites, vous contractez avec G mu nu, on obtient R mu nu. Alors enfin ici kappa là 8 πg sur ces 4. Si on met toutes les... On obtient R mu nu qui vaut kappa T mu nu moins 1,5 de G mu nu T. Je vous avais donné cette formule, je crois. Où T est la contraction de T mu nu. T, c'est T mu en haut, mu en bas. Donc s'il n'y a pas de matière, si le tenseur énergie-impulsion vaut 0, donc en dehors des masses, ça c'est nul, ça évidemment qui est la trace de ça, c'est nul, et donc R mu nu égale 0. Donc il suffit d'écrire que tous ces coefficients, tous ces coefficients sont nuls, et quand on fait ça, on tombe sur la métrique de Schwarzschild. Alors, je vais vous donner juste quelques petites indications, comment l'obtenir. Alors, tout d'abord, vous dites que RTR vaut 0. Ça, c'est intéressant parce que cette expression est simple. Si RTR vaut 0, déjà, vous voyez que GRR, donc la dérivée par rapport à T de log de GRR, ça doit être, c'est égal à 0, donc. Donc, vous voyez que GRR, en fait, ne dépend pas de T. Ah, intéressant. Ce truc-là, qui pouvait a priori dépendre de T et de R, en fait, si vous êtes dans le vide, d'après les équations d'Einstein, en fait, non, il ne dépend pas de T. Ah, super. Ça ne dépend pas de T, très bien. Et ok, alors qu'est-ce que j'ai dit après? Alors par ailleurs, on a R θ qui vaut 0. Ah, j'ai qu'un tableau, ça va être dur. Tant pis, je vais effacer le bas d'ici. Je veux garder ça. En tout cas, je veux garder ça. Donc, je vais mettre là.
vous avez R θ qui est nul aussi, enfin tous les coefficients, enfin, tous les R mu sont nuls, donc, en particulier R θ égale 0, et par conséquent, vu que R θ ça vaut ça vous donne que d rond R de log de GRR sur GTT égale 2 sur R facteur de 1 moins GRR. Est-ce que ça se voit directement à partir de ça? Oui, vous dites que ça c'est égal à 0. Donc effectivement, vous avez le 1 moins 1 sur GRR que vous mettez de l'autre côté. Ah non, vous multipliez tout par GRR, donc ça fait GRR moins 1 ici, qui vaut ça. Vous le passez de l'autre côté, ça vous donne ça. Ok? Alors ça, c'est intéressant, parce que ce truc-là, vous savez déjà que GRR ne dépend que de R, pas de T, donc ça ne dépend que de R. Donc cette dérivée ne dépend que de R. Donc l'intégrale de ça, c'est-à-dire le log, ça c'est D sur D rond R. Hein. Donc le log en question est une fonction, enfin, la dérivée est une fonction de R uniquement, et par conséquent, le log de GTT, donc D rond R de ça aussi ne dépend que de R. Et donc, si vous l'intégrez, ça vous montre que le log de GTT c'est éventuellement une fonction de T plus une fonction de R. Hein, puisque lorsque vous dérivez par R, ça ne doit plus dépendre de T. Donc, d'accord? Si vous dérivez ça par rapport à R, ça devient 0 et donc ça ne dépend plus de T. Mais s'il y avait du R ici avec le T, en dérivant par rapport à R, il resterait une fonction de T. Or, la dérivée par rapport à R ne doit pas dépendre de T. Donc ça c'est clair. Et par conséquent, vous pouvez écrire que GTT, bah, c'est E puissance A de T fois E puissance B de R. Hein, puisque c'est le log ici. Très bien, enfin plus ou moins, puisque c'était la valeur absolue ici. Plus ou moins ça. Vous suivez toujours? Ça va? Ok. Cette fonction de t, vous pouvez l'absorber. Ça devient l'enfer. Je change de couleur pour que ce ne soit pas trop visible. Donc vous avez G qui vaut GTT dt croix dt plus GRR dr croix dr plus R2 dθ croix dθ plus R2 sin carré θ et phi croix des phi, d'accord? C'est là qu'on en est jusqu'à présent, et c'est ça que ça veut dire, ça. Ce que vous voyez, c'est que ce GTT, c'est un truc qui dépend de t fois puissance B de R.
vous pouvez simplement, en faisant un changement de variable, si vous passez de t à t' égale e puissance, enfin tel que dt' égale e puissance à t sur 2 dt, d'accord? Enfin, plus exactement l'inverse. dt, non, oui, c'est ça. GTT, c'est e puissance a de t dt croix dt, et donc, oui, non, c'est l'inverse. Si vous écrivez, oui, enfin bon, ici, c'est pas. Si vous écrivez dt égale e puissance moins a sur 2 dt' par dt', du coup, ça devient e puissance b de r dt' croix dt'. D'accord? Plus ou moins. Alors, plus ou moins, en l'occurrence, avec notre choix de signature, ça va être moins, puisque le premier terme doit être négatif. Un des termes GTT est négatif avec notre choix de signature, moins, plus. E puissance quelque chose, c'est toujours positif. Donc, vous voyez qu'en fait, vous pouvez absorber la dépendance en t en changeant la variable t. Ça ne coûte pas cher. D'accord? Autrement dit, vous pouvez réécrire la métrique de Schwarzschild avec le GTT qui ne dépend pas non plus de t. Et ça, c'est un résultat très important, enfin la métrique de Schwarzschild. La métrique la plus générale avec une symétrie sphérique dans le vide, vous voyez que vous pouvez l'écrire dans des coordonnées t, t', je le renomme t, r, θ, phi, tel que ça s'écrit comme ça, avec uniquement ces deux paramètres-là, qui ne dépendent que de la position et pas du temps. Par conséquent, une métrique d'un espace-temps à symétrie sphérique dans le vide est nécessairement statique ou stationnaire. Enfin, ça ne dépend pas de t. Et du coup, t est une variable cyclique, et donc d sur dt est un vecteur de Killing. C'est un champ de vecteurs de Killing. C'est très important, ça veut dire qu'elle ne peut pas dépendre du temps. Si vous avez une distribution de masse sphérique et que cette masse oscille comme ça, why not? Ben, ça ne va pas changer le champ à l'extérieur, ça ne dépendra pas du temps. Et ça, c'est ce on l'a déjà avec la gravitation newtonienne. Le champ en un point dépend uniquement de la masse qui est à l'intérieur, pas de la façon, si c'est à symétrie sphérique, pas de la façon dont c'est réparti. Si vous avez la même masse dans une sphère de rayon quelconque, ça donne la même chose. Donc si vous changez le rayon, ça donne à nouveau la même chose, tant que vous êtes à l'extérieur. Eh bien c'est pareil, ici, en relativité générale, vous voyez que une métrique à symétrie sphérique est en fait indépendante du temps. Très bien. Alors vous voyez qu'on s'approche, et il reste, et on fera la pause après ça, il reste à écrire, il reste à utiliser celle-ci là, donc qui est la combinaison de ces deux équations-là, donc ça égale 0, ça égale 0. Cette combinaison est toujours vraie, hein, que si vous écrivez tous les termes et que vous faites ça, vous voyez qu'effectivement, RRR moins GRR sur GTT, RTT égale 1 sur RDR GTT sur GRR, ok. Et donc, si on est dans le vide, ça c'est 0, ça c'est 0, tout le tenseur de Ricci est nul. Donc on a 1 sur R D sur dr de GTT sur GRR qui vaut 0. Alors je vais me mettre, je crois que j'ai besoin de rien d'autre. Ok. Donc je vais pouvoir effacer ça. Sur R, D sur dr de GTT GRR
égale 0. Ça, par ailleurs, chacun ne dépend que de R. Donc là, on a juste une fonction de R. Donc si la dérivée par rapport à R est nulle, c'est que la chose est constante. On a donc GTT GRR qui est égal à une constante. Eh bien, cette constante, moyennant, de même qu'on a fait ici en changeant la variable t, on a pu absorber la dépendance en t là-dedans. De même, en changeant ici le dr en dr', si vous voulez, je peux me débrouiller pour que cette constante soit égale à 1. Enfin, plus exactement, égale à moins 1, puisqu'on a une métrique, puisque GRR et GTT n'ont pas le même signe. Donc je peux très bien me débrouiller pour que ce soit égal à moins 1. Changement d'échelle, changement de variable trivial, juste une simple échelle, me met GTT, fois GRR égale 1. Très bien. Et donc, laquelle il me manque? Mince, j'ai effacé. On n'a pas utilisé la dernière, oui, mais... Ah non, c'est celle-là. Oui. Oui, j'ai besoin que de celle-là maintenant. Donc on a GRR... Oh, pardon, j'ai dit moins 1 et j'ai écrit 1. Ça va pas bien. Donc on a GRR qui vaut moins 1 sur GTT. OK. Et si on met du coup là... Oui, c'est ça. Donc maintenant, de ça, on tire. Alors, on a GRR, donc là, on a du moins 1, c'est la valeur absolue, donc ça fait 1 sur GTT carré. Donc log de 1 sur GTT carré, ça fait moins log de GTT. Et donc moins 2 log, et donc le 2 va s'en aller avec celui-là, il va y avoir un 2 ici qui s'en va avec celui-là. Si on fait ça proprement, ça donne, enfin c'est trivial, hein, mais je écris là directement pour gagner du temps, on obtient 1 plus GTT facteur de 1 plus R dr GTT sur GTT égale 0. En fait, je gagnais une étape, le GTT ici s'élimine. On obtient, vous le referez, mais on voit bien qu'il n'y a aucune difficulté là-dedans, on obtient 1 plus D sur dr de RGTT égale 0. Très bien. Et donc, en intégrant, donc ça fait RGTT égale l'intégrale de moins 1. L'intégrale de moins 1, ça fait donc moins R plus une certaine constante. Permettez-moi de la noter RS. C'est un rayon. Enfin, c'est là, ils ont la même dimension que ça. Je le note RS. Et donc, j'obtiens finalement GTT qui vaut moins 1 moins RS sur R. Oh. Bon, évidemment, je suis allé un peu vite, etc. Mais je voulais que vous voyiez le principe. Il n'y a pas de difficulté particulière. Vous implémentez le fait qu'on est à symétrie sphérique. Et donc, vous avez 3 champs de Killing, J1, J2, J3, qui vérifient les relations de commutation qui correspondent à la symétrie sphérique. Une réalisation de ça, c'est les expressions que j'avais données, J1, J2, J3, en coordonnées sphériques, parce qu'on sait que ça marche. Donc il existe des coordonnées telles que ça vérifie ces relations de commutation. On peut toujours choisir ces coordonnées-là. Dans ce cas-là, on a ça.
avec ici les fonctions qui peuvent dépendre de t et de r, évidemment. Pas d'autre chose, sinon on n'a plus la symétrie sphérique, ça va de soi. Et du coup, à partir de ça, on écrit simplement le tenseur de Ricci qui en découle. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Et puis on dit, on est dans le vide, donc le tenseur de Ricci est nul. Et là, bah, du coup, on écrit chacune des composantes est nulle. Donc, et donc, finalement, GTT égale moins 1 moins RS. RS, un certain RS, pour une grandeur ici qui peut être n'importe quoi. C'est une constante d'intégration, vous voyez. Et finalement, donc, on a la forme finale de la métrique, avec ici, donc moins 1 moins RS sur R, et puis GRR qui vaut, parce que ce produit vaut moins 1, donc c'est juste plus 1 sur 1 moins RS sur R. Voilà. Et vous voyez qu'il n'y a plus... donc, il n'y a plus d'autres possibilités. On a tout écrit. On n'a fait aucune hypothèse autre que on est à symétrie sphérique dans le vide. Et on a obtenu ça avec un certain RS. Donc ça s'appelle la métrique de Schwarzschild. Et RS s'appelle le rayon de Schwarzschild. Okay. C'est une grandeur, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut ce que vous voulez. Alors on va faire la pause et on va voir ce qu'elle signifie après. Donc Schwarzschild a trouvé cette solution en 1916, quelques mois, quelques semaines après la publication des équations d'Einstein, en 1915, à la fin de 1915. Et quand il était effectivement à l'hôpital, ayant été blessé sur le front en Prusse. C'est assez impressionnant. Mais voilà, il y a des gens plus forts que les autres. Bon, voilà, en tout cas, c'est donc... Enfin, ouais, non, je n'ai pas besoin de commenter plus. Si vous faites cette hypothèse-là, vous obtenez cette métrique, point final. Il n'y en a pas d'autre. Et il se trouve que cette métrique est très utile pour comprendre la mécanique céleste autour de corps, autour de corps qui sont quasiment à symétrie sphérique. Donc le mouvement d'un satellite autour de la Terre, ça marche très très bien. Évidemment, la Terre n'est pas exactement sphérique, d'accord, mais enfin, on est vraiment sur du deuxième ordre. Et pareil, les planètes autour du Soleil, ça marche très très bien. Donc voilà la métrique autour d'un astre sphérique. On fait une pause ou pas? Comme vous voulez, hein? Non? Si? Si, ok. Pause. Mais rapide, hein?